du partage des rencontres, c'est le bar de l'économie, tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 10 h 30. Une émission proposée par Florence Sûr, présentée par Jacqueline Moraz. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Moraz sur Radio IDFM avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau bar de l'économie. Merci et bienvenue à tous nos auditeurs fidèles. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en direct chaque matin sur IDFM 98, en web radio idfm98.fr, en vidéo live sur Facebook, page Bar de l'économie. Et la nouveauté, c'est la chaîne YouTube Bar de l'économie pour revoir et réécouter chaque émission. Alors, n'hésitez pas à vous connecter. Aujourd'hui, 18 juin, plusieurs sujets, dont la restauration vue sous deux angles très différents, création et innovation pendant le confinement et détection canine punaise de lit. Avec nous pour présenter ces différents sujets, Léo Diril. Bonjour Léo. Bonjour Jacqueline. Vous êtes restaurateur à Goussainville. Votre restaurant s'appelle le Sancerre. Vous nous raconterez comment vous avez traversé cette crise sanitaire sans précédent et comment aujourd'hui vous envisagez l'avenir. Paul Tronchon, bonjour Paul. Bonjour Jacqueline. Paul, vous êtes cofondateur et dirigeant de Saveur et Vie, une entreprise experte en nutrition depuis plus de 20 ans, spécialisée dans la livraison de repas à domicile équilibrés pour les seniors. Entre-temps, notre chroniqueur culinaire Bruno Vigoureux viendra, lui, nous livrer une recette dont il a le secret. Dans un deuxième temps, mesures sanitaires obligent, deux autres invités viendront prendre la place des deux premiers. Et parmi eux, Frédéric Anfray, président du groupe AGP, assistant général de protection, un groupe qui a su faire preuve de créativité et innovation pendant cette période de confinement. Et enfin, Margot Kessaris, fondatrice et dirigeante de Dognose, une entreprise destinée à lutter efficacement contre l'invasion des punaises de lit. Ce matin, pas d'infos, seulement un communiqué du MEDEF Île-de-France et l'ensemble des MEDEF territoriaux qui ont le plaisir d'inviter le 19 juin les chefs d'entreprise au prochain webinaire avec au programme un décryptage de l'actualité juridique, communiqué que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube Bar de l'économie. Donc ce matin, j'accueille plusieurs invités, dont Léo Diril, comme je l'ai dit, et c'est dans notre chronique Un jour, un centre-ville, un resto, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Donc Léo Diril, vous êtes propriétaire du restaurant Le Sancerre à Goussainville. Tout à fait, absolument. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir la réouverture des salles de café et restaurants en Île-de-France. Dans cette crise sans précédent, vous avez dû accueillir cette nouvelle avec un grand soulagement. Absolument, un grand soulagement. Après, je pense que comme la première fois où le président s'était entretenu à la télé, on a été pris un petit peu au dépourvu une fois de plus. Ah oui. Ça a été un petit Vous peu n'attendiez rapide. pas que ce soit si brutal? Oui, on s'attendait plutôt que ce soit annoncé soit en fin de semaine, soit en milieu de semaine. Mais enfin, quel soulagement quand même, on a pu réouvrir au plus vite, c'était quand même le plus important. Oui, parce que ça vous a obligé du coup à être plus rapide dans vos approvisionnements et ainsi de suite, c'est ça? On s'y attendait un petit peu, Ouais. on avait entendu dire qu'il y aurait de fortes chances qu'on puisse réouvrir dès lundi, donc Oui. niveau marchandises, Ouais, on vous s'était un aviez petit peu anticipé. organisé, c'était niveau personnel, il a fallu un petit peu jongler, mais enfin ça s'est très bien passé, les clients ont été au rendez-vous et c'était pas trop mal. Ouais. Très bien. Donc votre restaurant Le Sancerre à Goussainville, est-ce un établissement que vous avez créé ou enfin que vous avez repris? Non, c'était existant et moi j'ai repris il y a un petit peu plus de 12 ans maintenant. Oui. Donc voilà, bon, le concept était un petit peu différent, voilà, on y a apporté pas mal de choses, on a rénové le magasin, Oui. on a créé voilà, une brasserie un petit peu plus tendance que ce qui était avant où c'était plutôt de la restauration presque collectivité sous forme de buffet. Oui, oui. Et donc vous êtes ouvert le midi et le soir? Alors nous on ne fait que du lundi au samedi, le service de midi uniquement. D'accord. Voilà. Et vous servez combien de couverts habituellement? Bah écoutez, avant le confinement, on faisait aux environs des 120, 140, on pouvait faire des pics jusqu'à 150, 160.
Avec plusieurs services, alors peut-être? Non, même pas? Écoutez, comme dans toutes les brasseries, hein, je Oui. pense que le coup de feu se passe de midi et demi à 13h30, et puis ensuite on en a un petit peu avant midi et demi, un petit peu après, mais enfin, c'est vrai que c'est pendant cette heure-là où 80% se passe quand même. Hein. Bien. Alors vous, comment avez-vous vécu ce confinement? Écoutez, quand ça a été annoncé, ouais, grande surprise. Ouais. Grande surprise, d'ailleurs, on n'y croyait pas. Moi, j'avais encore du monde, je faisais la fermeture ce jour-là, et franchement, je ne réalisais pas. Moi, je ne réalisais pas, et puis des amis, des copains restaurateurs on s'est appelés, ils m'ont dit, tu te rends compte, t'as entendu? Je lui dis, c'est pas possible, ça peut pas être annoncé samedi soir pour le jour dimanche même, matin. Ouais. Alors moi, je ne suis pas ouvert le dimanche, mais eux ont des établissements où ils font des brunchs, enfin de la restauration le dimanche. Il m'a dit, si, je t'assure, c'est très sérieux. Moi, j'ai annulé toutes mes réservations. D'ailleurs, la plupart des clients les ont annulées d'eux-mêmes. L'autre partie, c'est moi qui les ai fait annuler. Effectivement, là, on a réalisé que c'était... c'était pour de vrai. C'était vraiment très sérieux, ouais, effectivement. Ouais. Et donc, ça a généré des soucis au niveau du restaurant, chiffre d'affaires, trésorerie, personnel? Oui, d'ailleurs, il a fallu l'annoncer à toute l'équipe que lundi, c'était pas... bon, je pense que tout le monde suivait un petit peu l'actualité, mais il a fallu quand même annoncer qu'on ne serait pas ouvert lundi, donc j'ai dû contacter toutes mes équipes. Vous êtes combien en tout? J'ai 9 personnes, oui. Ouais, 9 salariés, et puis bon, voilà, hein, je pense que tout le monde... Personne ne réalisait réellement, et puis après, on s'est adapté un petit peu au fur et à mesure. Hein. Alors, vous me disiez là, avant de rentrer, que vous avez, à partir du 11 mai, vous avez souhaité faire de la vente à emporter? Alors oui, effectivement, à partir du 11 mai, on a voulu faire un petit peu de vente à emporter selon les conditions sanitaires qui étaient possibles. Bon, après, voilà, en vérité, l'idée, c'était surtout de garder le contact avec nos clients, c'était de réouvrir le magasin progressivement et commencer à se remettre un petit peu dans le bain, préparer l'après. Plus que réellement ce que ça allait générer en chiffres, ça c'est sûr. Hein. Vous avez des spécialités? Quels sont les plats que vous servez? Alors c'est un petit peu, je dirais, c'est du traditionnel, c'est un petit peu de la cuisine du monde. Après là où nous on a vraiment un petit peu mis l'accent, c'est sur de la cuisine maison, sur du frais et de saison, donc avec une carte vraiment très très réduite et on le sait, enfin le client le sait chaque jour au jour ce qu'il y a réellement au menu du jour, hein, selon les arrivages, selon les saisons, selon voilà. Une carte réduite, ça donne confiance, en fait. Ouais, c'était déjà le cas et finalement avec ce qui s'est passé, je pense qu'on va vraiment continuer de renforcer là-dedans. Donc vous avez réouvert lundi? Lundi, on a réouvert totalement tout l'établissement. Oui. Et les clients étaient au rendez-vous? Les clients étaient au rendez-vous. Bon, de toute manière, on était tellement liés tous. Les clients étaient tellement contents de nous retrouver, nous pareil, que voilà, on a oublié le côté où ce qu'on faisait avant le confinement et l'après. Ça a été vite oublié. Mais c'était, voilà, franchement, c'était une très belle semaine, très agréable. D'ailleurs, les gens, on a eu beaucoup de soutien de nos clients. Hein, beaucoup de gens passaient régulièrement, même ceux qui ne déjeunaient pas. Ouais, vraiment. Hein. Je trouve que c'était très, ça fait plaisir. C'était très spécial. Tout le monde venait en permanence demander des nouvelles, enfin comment on a vécu ça. On sentait que les gens nous soutenaient. Hein. Franchement, là-dessus, on était. Ça donne. Parfois, c'était même émouvant. Hein. On a eu plein de gens qui passaient pour nous soutenir, pour dire qu'ils étaient avec nous. Donc voilà, c'était super sympa. Ouais, c'était une belle expérience, malgré les conditions. Voilà. Oui, parce que là, alors, du coup, vous avez moins de tables, forcément. Alors, on a laissé le mobilier comme il était parce que pour le stocker, l'échanger, ce serait très compliqué. Mais effectivement, voilà, c'est une table sur deux en fonction des mesures. Voilà, on ne dresse qu'une table sur deux. Bon, après, nous, on a de la surface, on a de quoi accueillir beaucoup de monde. On a de la terrasse. Moi, je suis dans un centre commercial, donc ils nous ont mis aussi à disposition quelques places de parking qui se trouvaient devant le magasin quand le temps le permet pour pouvoir aussi dresser à l'extérieur. Donc voilà, nous on a un grand établissement avec beaucoup de superficie. Enfin, si les clients viennent, on saura mettre les conditions en place pour respecter les règles et accueillir tous nos clients. Oui. Et en revanche, au niveau, c'est pareil, au niveau du personnel, est-ce que ça n'est pas compliqué justement en cuisine d'avoir toutes ces mesures sanitaires? Alors, au début c'était un petit peu compliqué, puis après on s'y est fait assez rapidement.
De toute manière, on n'a pas encore 100% de nos collaborateurs qui sont au travail. Donc oui, ils ne sont pas très nombreux, ils sont 2, parfois 3 en cuisine, selon le nombre de réservations qu'on va avoir, selon le climat aussi, parce que dès qu'il fait beau temps, ça joue un petit peu aussi. Monde, Mais non, bon, bah, c'était le masque, les conditions. J'ai envie de dire, en dehors du masque, les autres conditions étaient plus ou moins déjà naturellement respectées. Oui. Et vos tarifs, est-ce que vous les avez changés ou ils sont restés les mêmes? Alors, au niveau des tarifs, on a vraiment rien changé. D'ailleurs, on n'a toujours pas mis notre carte en place. Pour le moment, on travaille vraiment que avec les quelques choix qu'on propose chaque jour. En général, on a un plat du jour, une salade du jour, le poisson, une grillade. Enfin voilà, on a à peu près 5-6 produits du jour. Et la carte, bien sûr, pour des raisons justement sanitaires, elle n'est toujours pas mise en place. Donc, on travaille uniquement à l'ardoise. Les tarifs n'ont pas bougé naturellement. Non, parce que non, mais certains commerces ont d'emblée appliqué des hausses après le confinement je pense notamment aux coiffeurs, mais bon, voilà, c'est... Nous, ça n'a pas été le cas et puis c'est vrai qu'on n'y a pas réfléchi. Là, dans un premier temps, c'est vraiment pour nous une opération séduction, déjà retrouver nos clients, retrouver le flux qu'on avait avant le confinement. Et puis après, je pense que non, les tarifs, je ne vois pas de raison. En vérité, c'est sur le volume. Il faut juste retrouver nos clients. Le volume que vous aviez l'habitude d'avoir. Oui, absolument. Et vous, visiblement, vous êtes confiant. Vous avez le sentiment que les gens sont au rendez-vous et que... Bah écoutez, franchement, voilà, aujourd'hui, je vais être en pleine forme, je vais être confiant parce qu'on va avoir du monde, il fait beau temps. 2 jours après, on va entendre des informations. Voilà. C'est vrai que moins on écoute les infos parfois et plus on est confiant. On se porte parfois, on se porte mieux. C'est vrai. Mais oui, dans l'ensemble, on est confiant. Je pense que voilà, il faut laisser passer tout ça. Et puis, je pense que cette saison, elle est un petit peu gâchée cette année. Oui, forcément. On va voir voilà, le 4e trimestre ce que tout ça va donner. Alors justement, vous parlez de saison. Est-ce que vous aviez l'habitude de fermer pendant l'été ou comment ça se passait habituellement pour vous? Il arrivait parfois, il y a eu quelques années où on a fermé, mais très peu. Je vous dis, nous on est dans un centre commercial qui est ouvert toute l'année. Donc, D'ailleurs, je voudrais que vous nous disiez précisément où vous êtes, Léo. Alors, c'est dans le centre commercial des Olympiades. Oui. Je ne sais pas si je peux dire l'enseigne du centre. Oui, c'est le centre commercial Carrefour à Goussainville. Voilà. Oui. Donc, c'est une brasserie avec une grande terrasse qui fait l'angle dès qu'on rentre dans le centre commercial. Je pense que vous ne pouvez pas nous rater si vous venez. Donnez-nous des idées de menus que vous proposez. Alors, c'est un petit peu selon le climat une fois de plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui était prévu au menu, donc on va avoir, je pense, il y a une salade César de prévu. Oui. Par exemple, hier, on avait un tartare de saumon. Enfin, après, il y a des grillades, il y a un petit peu de tout, c'est assez varié. C'est plutôt le côté fraîcheur, ouais. Des produits froids, un petit peu les tartares, les carpaccio, les salades, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez une autre info à nous communiquer que je n'ai pas pensé à vous demander pour promouvoir votre restaurant? Eh bien, écoutez, pour promouvoir notre restaurant, je pense que même nous restaurateurs, je pense qu'on s'est remis un petit peu en question avec tout ça parce que parfois, quand on commence à avoir du monde, quand on commence à fonctionner pas trop mal, peut-être que parfois on néglige certaines situations. Oui, donc, vous avez ce sentiment, ouais. Non, mais je ne sais pas, parce que moi j'aime beaucoup aussi comprends. sortir et aller manger ailleurs. Oui, parfois c'est vrai que maintenant qu'on est de l'autre côté, effectivement je comprends parfois certains clients ont pu être déçus. Donc, en tout cas ça a été le cas chez nous. On s'en excuse et on mettra tout en œuvre pour accueillir au mieux dans de bonnes conditions tous nos clients. Très bien, écoutez, merci beaucoup Léo Diril pour ce témoignage. On viendra au Sancerre à Goussainville avec grand plaisir, on vous accueillera avec plaisir. Et puis plein de bonnes choses pour votre avenir. Merci Jacqueline, merci beaucoup. Au revoir Léo Diril. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Ça va, ça a été ? Oui, très bien, très bien. Et moi, je vous ai demandé tout ce que vous vouliez. C'est bon ? Pour moi, c'est bon. C'est votre émission.
C'est Bon, ben, c'est parfait, oui. Merci Bah, écoutez, je Merci. suis désolée de vous, Courage. je suis désolée de vous faire partir comme Non, ça. il n'y a pas de souci. D'accord, merci. À À bientôt. Ouais, Et avec puis, plaisir. Au revoir. on viendra Au revoir. voir. Ouais, sans... On vient. Avec plaisir, passe à l'hôtel. Ouais, ouais. On n'est pas très loin. Ok, au revoir. Au revoir. Au prochain. Au suivant. C'est la Bruno Vigoureux himself. Lui-même. Assieds-toi, comme ça Ouais, je te vois. T'es prête? C'est bon? Oui. Radio IDFM, le bar de l'économie. Nous restons dans le domaine de la cuisine avec notre expert en cuisine, justement, Bruno Vigoureux, chroniqueur passionné du jeudi. Alors, quelle délicieuse recette vous nous apportez ce matin, Bonjour, cher Bruno? Jacqueline. Bonjour, Bonjour à oui. toutes et à tous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jacqueline, mais vous me mettez une pression d'enfer. Être là, dans ce studio, face à un restaurateur, moi, un simple passionné de cuisine, qui essaye de donner des recettes aux auditeurs. D'habitude, ici, on parle économie, politique, et là, je suis face à un professionnel. J'ai l'air malin, moi, avec ma recette. Bon, je vais quand même essayer de relever le défi. Alors, j'ose. On va faire un plat que j'adore, et je ne sais pas pourquoi, je ne le fais pas si souvent. On va faire un ossobuco. Ça vous dit? C'est bon, ça. Tant mieux. C'est une recette pour 4 personnes. Il vous faut donc 4 tranches de jarret de veau, de la farine, de l'huile d'olive, 15 centilitres de vin blanc, 2 carottes, 2 branches de céleri, 2 oignons, 500 g de tomates pelées, soit en boîte, soit vous le faites vous-même, 50 centilitres de bouillon de veau. Pour commencer, vous épluchez les carottes et les coupez en rondelles un petit peu épaisses. Vous émincez les oignons et vous coupez le céleri très finement. Ensuite, vous passez les jarrets dans la farine et vous tapotez dessus pour enlever l'excédent. Dans une cocotte, vous versez l'huile et vous faites chauffer. Vous mettez alors vos jarrets dans la cocotte et vous les faites dorer. Le but, c'est d'atteindre une belle coloration, une belle caramélisation. Vous retirez les jarrets et dans la même cocotte, vous faites revenir vos oignons. Vous grattez bien le fond de la cocotte avec une cuillère en bois pour récupérer tous les sucs. Ensuite, vous ajoutez les carottes et le céleri et vous laissez revenir à feu moyen. Puis, vous ajoutez le vin blanc et le bouillon de bœuf. Vous attendez la reprise de l'ébullition et là, vous pouvez remettre les jarrets de veau. Vous couvrez la cocotte et vous laissez cuire à feu doux pendant 1h30 et même plus si vous le souhaitez. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Vous pouvez même faire la gremolata au moment de servir. Ce n'est rien à faire et ça change tout. Vous prenez un peu de zeste de citron ou d'orange, et même des deux, si vous le souhaitez, de l'ail haché et du persil haché. Vous mélangez et vous répartissez sur chaque morceau de viande. C'est une pure merveille. Vous pouvez aussi accompagner ce plat de pâtes. Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse d'origine italienne et qui fait elle-même d'excellentes pâtes fraîches, comme lui avait appris sa grand-mère, la nonna, quand elle était petite. Sinon, vous pouvez faire plus simple et acheter des pâtes. Il ne vous reste plus qu'à servir avec un verre de Morgon, à boire avec modération, bien sûr, et c'est le bonheur assuré. Voilà, monsieur le restaurateur, j'espère avoir réussi mon examen et que cette recette vous plaît. En tout cas, je vous souhaite à vous, Jacqueline, à toute l'équipe de Radio Anguin et à tous les auditeurs de passer le meilleur été possible. Au revoir. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Merci Bruno pour cette délicieuse recette. Je confirme que la gremolata, ça change tout. Ah oui. Et donc, merci. Ça y est, on a faim. Bon Donc, appétit à tous. on vous retrouve en septembre, Bruno. Merci, au revoir. Juste pour faire... Vous voulez vous approcher? À bientôt. Parce que comme vous êtes tout seul, approchez-vous. À bientôt. À bientôt, Bruno. Je crois t'enchaîner directement avec le monsieur. C'est pour Oui, ça que mais ça m'a... Je me suis... bonnes vacances. Oh, mais c'est bon, c'est juste... Bon, on y retourne.
Radio EDFM, le bar de l'économie. Ce matin, je reçois plusieurs invités. Donc, je viens de recevoir Léo Diril, le Sancerre à Goussainville, Paul Tronchon, Saveur et Vie, Frédéric Anfray, Madicob AGP et Margot Kessaris, Dognose. Donc, Paul Tronchon, je me tourne vers vous. Merci d'être parmi nous ce matin. Avec plaisir. Vous êtes donc, comme je l'ai dit, je rappelle, vous êtes cofondateur et dirigeant de Saveur et Vie, une entreprise en charge de la livraison à domicile de repas équilibrés pour les seniors. Vous avez, je crois, au départ, une formation d'ingénieur agronome, c'est bien ça, C'est Paul? bien ça, absolument. Ça me ramène quelques années en arrière, là. Oui. Mais absolument. Mais beaucoup de pratiques depuis, avec le lancement de Saveur et Vie en 2001. Donc, c'était C'est déjà ça, 20 oui, ans. en 2001. Mais est-ce que c'est, je veux faire le lien avec votre formation d'ingénieur agronome, est-ce que c'est cette formation qui vous a donné envie de créer cette entreprise? Alors la formation, effectivement, parce que la connaissance du milieu agricole est un élément important ensuite dans la mise au point de produits et l'alimentation. Mais surtout, c'est mon passage à la science publique au Hôpitaux de Paris pendant D'accord. 10 ans Ah oui. qui a vraiment mis l'étincelle sur le fait de pouvoir s'occuper des patients en sortie d'hospitalisation et notamment, et en maintien à domicile maintenant, et surtout leur apporter finalement la solution pour la convalescence en matière de nutrition. Pas grand-chose en ville qui lie une problématique de nutrition d'une personne qui est en période de convalescence, en sortie d'hospitalisation, où il faut absolument que l'alimentation soit au rendez-vous, et en quantité, et en qualité, et liée finalement à la problématique qu'elle a. Donc on a vraiment mis au point cette solution en mixant une spécialisation en matière d'alimentation, c'est-à-dire le conseil diététique. Oui. Très important d'avoir un bon conseil quand on est bousculé dans sa vie autour, bien sûr, des problèmes de santé, et ensuite d'avoir, bien sûr, une organisation de production et de mise à disposition de C'est ça. produits qui soient parfaites pour le domicile, ce qui est extrêmement complexe en termes de chaîne. Donc voilà ce qu'on a innové il y a 20 ans maintenant. Oui, pour vous, c'est devenu une évidence. Vous avez vraiment constaté qu'il y avait un vide dans ce domaine pour la nutrition des personnes en fin d'hospitalisation. Oui, il y avait un vide parce que le système finalement d'organisation a été social, donc ce qui était Ça. bien dans un premier temps, de pouvoir donner à manger aux gens, mais pas forcément avec une dynamique de personnalisation de la prestation Oui. et du conseil diététique adapté. Et tout ça, ça nous a mené petit à petit à qualifier beaucoup l'organisation de la fabrication, de la livraison et la personnalisation avec un conseil diététique très pointu au fur et à mesure de l'avancée de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a effectivement une qualité de prestation et une organisation qui nous permet de couvrir l'ensemble des C'est problématiques ça, j'allais des gens vous... qui sortent d'hôpital ou qui souhaitent rester à domicile, se Oui. faire plaisir et justement ne pas glisser dans des problématiques complexes qui sont dans la plus grosse problématique finalement de l'alimentation des seniors aujourd'hui très âgés, c'est les phénomènes de glissement et ce qu'on appelle Oui, oui. la dénutrition. C'est ça. Peut-être qu'on va en parler. Oui, par rapport bien à ce que sûr. vous disiez, vous Oui, posez votre dénutrition question. et puis aussi déshydratation. Alors, déshydratation, oui, bien forcément. sûr. Déhydratation, bien conséquence. sûr. Voilà. Ouais. On va rentrer dans ce moment-là. Alors, Un cercle vicieux un peu. oui, en tout cas une spirale avec des étapes qu'on a du mal à remonter si on n'est pas tout de suite dynamique, Ouais. avec des seuils d'alerte qu'on doit avoir très vite au niveau des aidants notamment, les gens qui sont autour bien sûr des personnes fragiles, pour pouvoir susciter l'envie et trouver des solutions qui permettent de régler ces problèmes-là et de vite fait remonter le poids qui est un indicateur majeur pour faire en sorte que, effectivement, les gens aillent mieux, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous avez été en quelque sorte précurseur parce que je ne sais pas s'il y a 20 ans, beaucoup d'entreprises qui livraient des repas à domicile et puis avec cet apport nutritionnel existaient. On est vraiment pionnier, Oui, c'est ça. effectivement. Le premier à avoir associé ces deux choses. Et aujourd'hui, on est leader sur cette niche, bien sûr, qui est la livraison de repas à domicile pour les seniors, avec des partenariats forts avec un grand nombre de villes en région parisienne, bien sûr, mais sur l'ensemble du territoire. Et puis une offre auprès des particuliers qui s'est ciselée au fur et à mesure et qui correspond vraiment le plus possible, en tout cas, à la demande très individuelle des gens chez eux. Quoi. C'est ça. Voilà.
Alors, vous avez cofondé Saveur et Vie avec Patrick Serroc, qui est un médecin nutritionniste. Oui, Patrick est un ami depuis très longtemps. Je l'ai rencontré à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Il officiait à l'hôpital Bichat à ce moment-là. Et effectivement, ensemble, on a réfléchi sur l'approche nutritionnelle des choses. Et pour moi, l'approche, bien sûr, organisationnelle et plaisir de la solution. Et depuis 20 ans, nous sommes associés et on travaille toujours ensemble pour pouvoir promouvoir et organiser la mise en place des solutions de Saveur et Vie au plus grand nombre. Et est-ce que vous avez dû, parce qu'aujourd'hui, bon, vous êtes une entreprise qui a 200 personnes, un chiffre d'affaires de 16 millions, je crois, de chiffre d'affaires. Mais au départ, vous avez dû avoir besoin de moyens pour créer cette entreprise. Alors, les moyens sont, je dis souvent qu'au niveau d'une entreprise, ce qui est important, c'est que finalement, on puisse passer les étapes petit à petit. Voilà. C'est 20 ans, donc on a passé les différentes étapes tranquillement, doucement. Effectivement, la progression aujourd'hui est d'autant plus importante. L'année dernière, on a fait effectivement une bonne année, et puis maintenant, bien sûr, la période est tout à fait particulière. Donc on va peut-être en parler, Jacqueline. Absolument. C'était peut-être l'objet de nous faire venir aujourd'hui par rapport à l'expérience de la situation actuelle qui a fait en sorte de nous mobiliser très particulièrement pendant toute la crise sanitaire. Et puis aujourd'hui, au moment où on essaie de retrouver une activité normale, de pouvoir donner les tendances de ce secteur et l'importance des messages du moment. Alors, vous me tendez la perche, Paul Tranchon, c'est-à-dire que cette crise, finalement, vous y étiez quelque part préparé par rapport à... Il n'y a plus de courant. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un petit souci technique. Ouais, mais ça... On va faire une pause musicale. Mais non, mais de toute façon, j'ai plus rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Il y a une coupure de courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi j'ai une coupure de courant. Bah ouais, mais bon. Ça a foutu la merde partout. Ah non, non, non. Ah non, mais... Je l'avais... Fais gaffe, ça tape. J'ai touché à rien. Essaye de venir. Paul Tranchon, on a un petit souci... On a un petit souci technique. On avait perdu le... J'ai vu, nous avons été coupés, effectivement. Ouais. Bien. Et moi, je n'ai plus mon ordinateur. C'est le souci du direct, ça. Voilà, absolument. Alors, vous n'avez plus vos questions devant les yeux, mais ne vous inquiétez pas, on peut continuer à discuter de la crise sanitaire et des messages à passer pour le moment pour l'ensemble des personnes âgées et des aidants. Oui, je disais que cette crise, elle a, d'une certaine façon, j'imagine que ça a dû accélérer et exacerber la Saveur et Vie dans ses propositions. Oui, exacerbé. En tout cas, on a effectivement, dès le départ, été dans le combat. Oui. Voilà, dans le combat, parce que tout de suite, on a été très mobilisés par nos partenaires villes pour pouvoir doubler notre production. Donc pour une PME comme nous, ça a été une aventure incroyable, vraiment incroyable. Vous avez été obligé de doubler carrément. De doubler carrément, oui, carrément. Ça veut dire qu'avant, vous distribuiez combien de repas? 5 000 repas par jour, et on est passé à 10 000. Ah oui, vous y voyez l'enjeu énorme pour une entreprise comme nous, de mobiliser à la fois les personnels, de pouvoir évidemment trouver les solutions
par rapport à la crise et par rapport au fait qu'il fallait bien évidemment faire en sorte de sécuriser nos personnels et sécuriser bien sûr les gens qu'on livrait qui sont bien évidemment une population très fragile. Donc on a été confronté très très vite, plutôt très en alerte avant, parce que les villes, et notamment la ville de Paris, nous a beaucoup renseigné sur finalement l'échéance qu'il allait avoir, bien sûr. Vous aviez Donc, été averti. en tout cas, on avait des prémices et du coup, la cellule de crise dans Saveur-et-Vie s'est mise en place très très vite pour que du jour au lendemain, on trouve des solutions pour des gens et ne pas laisser les gens sans repas. Parce que bien évidemment, il y avait des situations de fragilité au domicile qui fait que comme dans les hôpitaux, pour pouvoir accueillir les patients, il fallait nous qu'on puisse aussi accueillir les gens qui sortaient des hôpitaux beaucoup plus vite, et notamment pour les patients âgés, pour préparer les services de réa qui s'organisaient dans les hôpitaux et donc qui libéraient les lits de personnes âgées, et notamment de médecine interne. Donc on a été confronté très très vite à une situation d'urgence et on a mis en place autour de cette cellule de crise des réflexes très rapides et des décisions très rapides dans l'entreprise pour pouvoir augmenter les productions, sécuriser les organisations bien évidemment et pouvoir servir le plus grand nombre. On y est arrivé, ça a été un combat de 3 semaines, ça a été énorme. Donc on est ressorti de ça avec une cohésion d'équipe incroyable, vraiment. On découvre les gens dans des situations de crise, bien évidemment. Ça a été assez évocateur pour nous d'une réussite et d'une fierté très forte pour l'ensemble de l'entreprise. Et maintenant, on a une autre période où on sent que tout le monde a envie de revenir à la vie normale. J'entendais le restaurateur tout à l'heure qui parlait bien évidemment du fait que le confinement n'avait rien à voir avec ce que l'on a vécu. Nous, on a été en dynamique et en action incroyable pendant les 2 mois à peu près qui viennent de se passer. Et maintenant, on est plutôt en situation de se dire, mais tout le monde a envie de revenir à la vie normale, tout le monde a envie de faire finalement comme avant, et c'est très bien, parce qu'il faut absolument décompenser, revenir à des choses normales, etc. Mais moi, j'ai un élément fort à faire passer aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas oublier maintenant les aînés. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on ne s'en occupe plus, moi je le dis clairement, on ne les voit plus, on a un peu oublié que c'était des gens extrêmement fragiles, qui aujourd'hui, souvent, pour certains qui sont restés chez eux, n'ont pas pu suivre finalement la prise en soin normale, qui ont eu des maladies chroniques. Et on est en train de préparer l'été et on se rend compte que finalement, les gens s'en occupent pas beaucoup. Donc il y a eu un pic vis-à-vis. Il y a eu un pic au moment du confinement et aujourd'hui, il y a eu une attention, une attention très forte. Il y a eu une relation très forte avec les aînés, et notamment par rapport à tout ce que l'on a mis en place en matière de lien social, que ce soit du téléphone, que ce soit de la vidéo, que ce soit la relation intergénérationnelle, on a beaucoup parlé, etc. Mais là, on se retrouve dans un moment assez original, qui est de dire, voilà, tous les adultes retournent au travail, c'est très important, l'école, etc. Et ça, il faut y aller, bien évidemment, mais surtout ne pas oublier de regarder, bien évidemment, l'attention qu'on a eue pendant la période de crise et de se dire, il y a des phénomènes qui sont en train de se passer, qui est de dire, il faut absolument s'occuper des plus fragiles, encore et toujours, et sans doute, le problème, à domicile en tout cas, pour les aînés, c'est maintenant. Finalement, ça s'est bien passé il y a des mois, et là, ça risque d'être beaucoup plus complexe. Vous craignez qu'il y ait un oubli, que les gens tombent dans l'oubli. C'est pas qu'un oubli, c'est le fait que les gens sont en situation de fragilité. Ça a renforcé cette situation de fragilité. Donc c'est maintenant qu'il faut s'en occuper encore mieux. Oui, mais là, vous parlez surtout des personnes qui sont complètement seules, parce que justement, pendant ce temps de confinement où on n'a pas pu voir ses aînés, j'imagine qu'aujourd'hui, on va les voir encore plus. Alors, on va les voir, donc on y fait attention, bien évidemment, mais tout le monde, comme vous le dites assez justement, il y a beaucoup de personnes isolées. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui pensent aussi à leurs vacances. Comment ça va se passer dans un mois? Qu'est-ce qu'on met en place, effectivement, pour à la fois se reposer, parce que la période demande, je vois bien dans mon entreprise, l'organisation des vacances, c'est un élément très important, et c'est normal. Il faut bien évidemment trouver son moyen. Mais aussi, il faut penser justement aux gens qui ont été encore plus fragilisés pour trouver des solutions, pour eux aussi, pour leurs vacances, et trouver des solutions, si jamais on part, de mettre en place des solutions pour qu'ils puissent manger correctement, et Saveur-et-Vie est là pour ça.
Alors, vous disiez au début là, de l'entretien que vous gérez tout de A à Z, c'est-à-dire vous préparez les repas et vous les livrez. Vous ne faites pas appel à des entreprises extérieures pour la préparation des repas. La préparation des repas, on le fait avec des traiteurs Oui. depuis le démarrage de l'entreprise, avec qui on est partenaire donc depuis de nombreuses années. On conçoit les recettes avec Oui, eux, oui, on les fait fabriquer, bien sûr, par eux, et ensuite on les livre, nous, à domicile. Donc c'est toute l'organisation de ça qui est gérée par Saveur et Vie. oui, Donc ça permet à la fois de qualifier les prestations pour qu'on puisse avoir des repas adaptés au grand âge, mais également d'avoir une panoplie, une variété très large de solutions pour qu'on puisse répondre à toutes les personnes individuellement. Parce que, bien évidemment, une personne à Enghien, comme je suis aujourd'hui, oui, qui est à domicile et qui a une habitude de vie depuis de nombreuses années ici, a ses habitudes, et donc, dans ses habitudes, il y a des choix de produits particuliers qui ne sont pas les mêmes qu'une personne qui va être à Saint-Ouen-l'Aumône, par exemple, je prends encore le 95 où on a une agence, Saveur et Vie, et qui va avoir, elle, des choix particuliers aussi. Donc, cette finalement diversité de solutions, nous arrivons à y répondre parce que nous avons plusieurs partenaires traiteurs c'est ça. qui produisent pour nous selon nos recettes. Alors, vous nous en avez dit un petit mot, mais vous avez cette offre donc à la suite de cette crise qui s'appelle Nutrition Plus, qui est en partenariat avec La Poste. Oui, alors Nutrition Plus, c'est une offre particulière de Saveur et Vie, effectivement, qui a une particularité, c'est de pouvoir justement accompagner les situations de dénutrition qu'on a observé très fort pendant la crise pour les patients qui sortaient d'hospitalisation et qui avaient été atteints par le virus. Oui. Donc les situations de dénutrition sont très fortes. Dans ces cas-là, ont été très fortes. Il y a eu des passages en réa, il y a eu même des passages en hospitalisation avec peu d'apport alimentaire, surtout une agression. Forcément. Donc forcément, fonte musculaire, souvent pas d'activité physique. Donc de fait, de pouvoir trouver des solutions comme celle de Saveur et Vie, c'est-à-dire d'avoir un coaching nutritionnel, comprendre sa situation nutritionnelle nouvelle et avoir des solutions alimentaires adaptées, c'est-à-dire des repas enrichis. Enrichis, ça veut dire on met un peu plus de protéines et d'énergie dans le repas avec le même bol alimentaire, c'est-à-dire la même assiette, pour faire en sorte qu'on puisse ingérer plus de nutriments qualitatifs avec du plaisir, voilà, une assiette normale. Donc ça, c'est la solution très originale et qui s'associe toujours avec un échange téléphonique avec sa diététicienne toutes les semaines pour que justement faire le point si on a repris du poids, si ça va mieux, si on doit corriger tel et tel élément du menu, etc. etc. Ça, c'est Nutrition Plus. Et puis, parallèlement, effectivement, depuis longtemps, on avait un partenariat avec La Poste sur le fait de pouvoir délivrer des solutions au domicile. Et là, on a mis l'accélérateur à la demande du groupe pour qu'on puisse faire une offre tout à fait spécifique pour la période justement de post-confinement et pouvoir finalement permettre au plus grand nombre de trouver une solution de livraison de repas au domicile et de rompre l'isolement. Donc là, la logistique incroyable de ce groupe nous permet d'accélérer. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de gagner votre pari. C'est-à-dire que le vrai sujet de Saveur et Vie, c'est effectivement de pouvoir se faire connaître. On est dans une niche, on est sorti de l'ombre, vraiment, hein, mais avec objectivement des gens incroyables qui ont su relever des défis. Et effectivement, aujourd'hui, on est un peu plus connus, et merci de nous inviter effectivement aujourd'hui, et de pouvoir faire justement en sorte que nous ayons des partenaires de valeur pour pouvoir diffuser une solution qui existe depuis longtemps, mais qui était vraiment méconnue. Et alors j'ai pu voir en préparant l'émission que vous pouviez livrer des repas à moins de 10 €. Alors, et qu'il s'adresse à la fois aux particuliers mais aussi aux communes, c'est ça? Oui, effectivement, l'offre avec un groupe aussi important que La Poste qui souhaite évidemment innover dans ce secteur-là, qui a une offre très qualitative autour de veiller sur mes parents. Eh bien, Saveur et Vie avec finalement sa compétence en matière d'alimentation
permet de pouvoir proposer à des prix très compétitifs dans le cadre de cette promotion, également pour se faire connaître et connaître ces solutions-là, bien sûr, et de la mettre à disposition dans un moment tout à fait privilégié et de besoin pour ces gens-là. Je crois que vous avez des offres d'emploi à nous proposer, Paul Tranchon, dans votre entreprise. Alors effectivement, c'était l'objet du bar de l'économie, de parler aussi emploi. Et bien, comme toute entreprise en croissance, effectivement, on a des besoins en personnel, donc une organisation des ressources humaines qui est centrée bien évidemment sur la partie diététique, hein, donc avec des offres d'emploi de diététiciens, donc qui sont assez importants. Il y a aussi une responsable marketing, voilà, donc on a effectivement besoin de se faire connaître aussi. Donc dans l'équipe marketing, on a une adjointe community manager qui doit arriver, donc là aussi une offre d'emploi. Et puis de façon un peu plus massive, sur l'ensemble de notre rôle très important et des premières personnes qui ont été confrontées finalement à cette situation de combat, je le disais pendant la crise sanitaire, que sont les veilleurs-livreurs. J'insiste beaucoup sur la partie veille sociale et la veille nutritionnelle, c'est-à-dire les éléments d'alerte. Hein. Nos livreurs sont aujourd'hui très attentifs à cette problématique de veille. Et donc, la population de veilleurs-livreurs est montée en charge de façon très importante. Et nous avons donc beaucoup de recrutements d'ici la fin de l'année. Entre 30 et 40 aujourd'hui. Et puis pour toute l'activité, bien sûr, fabrication, préparation de commandes, hein, surtout. Donc on a une dizaine de personnes d'ici la fin de l'année aussi qu'il faut recruter petit à petit, qu'on qualifie. Vous sentez que l'entreprise est en train de monter en puissance là? Alors elle est montée en puissance très vite. Et aujourd'hui, elle qualifie cette montée en puissance. Et bien sûr, il faut absolument faire en sorte que les recrutements d'ici la fin de l'année soient d'autant plus organisés et qualifiés par rapport au métier qu'on fait, quoi. Donc, c'est d'où le fait d'avoir effectivement des offres d'emploi assez importantes pour le moment dans ces secteurs d'activité-là. Alors, comment fait-on pour vous joindre pour Alors, tout simplement le site internet de Saveurs et Vie, hein, donc saveursetvie.fr. Hein. Donc voilà, vous avez une rubrique là-dessus des offres d'emploi, bien sûr. Et puis, vous avez aussi le numéro de téléphone de l'entreprise, hein, qui est le 01 41 733 733. Et vous êtes orienté facilement sur les services administratifs ensuite, ou sur les services clients, bien sûr, si vous avez besoin de solutions. Ce numéro sert aux personnes qui veulent se faire livrer des repas également. Absolument. Eh bien, c'est un numéro que nous retrouverons sur notre chaîne YouTube, Bar de l'économie. Paul Tranchon, merci. Je suis désolée pour le petit incident qu'il y a eu là en direct. C'est le souci du direct, ça. Hein, merci pour votre présence ce matin. Je souhaite à l'entreprise Saveurs et Vie encore de belles années. Puis de toute évidence, c'est le cas, je pense. Donc je vous remercie. Tout ce qu'il faut. C'était très sympathique en tout cas, malgré ce petit problème de coupure. Voilà. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir avant. Avec grand plaisir. Quand vous aurez développé encore plus l'entreprise. Merci Paul. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que j'étais en panique, j'avais plus rien. C'était horrible. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je cherche à comprendre. Je sais pas. Merci. Ça a été, j'ai pas été trop. J'ai vu, vous étiez très stressé, vous étiez clair, je vous avais pas fait. Non, parce qu'en fait, quand le PC elle a vérifié la prise. Ouais, mais je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une seconde carrément. Je me demande si je sais pas ce qui s'est passé. Au revoir, merci. Je vais balancer un peu, je sais pas. Je sais pas exactement. En fait, comment ça s'est passé? T'étais pas à l'antenne? T'étais déjà? Non, j'étais à l'antenne. J'écoutais. Ah non, j'écoutais. J'écoutais, d'un seul coup, il n'y avait plus rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Non, j'étais avant. Ce que je faisais, c'est que je vérifiais son truc puisqu'elle était en train de déployer. Je venais voir ce qu'elle avait parce qu'elle avait plus de PC. Et c'est là qu'il y a eu la coupure. Comment? Il y a eu un coup de chaud. Ouais,
Ouais, non, mais je sais pas, je sais pas s'il y a pas, j'ai pas vu le voyant s'éteindre. Alors, Margot, je vous laisse vous mettre là-bas, et puis Vaut mieux l'éteindre ou le mettre en vibreur? ça gêne pas, non, tu le mets, oui, mais lui peut-être en vibreur. C'est Si Oui, il est en vibreur. C'est moi qui, parce qu'il s'était branché là, et j'ai vérifié si c'était pas la prise, et j'ai rebranché là. Ouais. C'est moi qui l'ai rebranché là. Bah, merci en tout cas. Hein. Non, mais là, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. On y retourne. Radio EDFM, le bar de l'économie. Ce matin, je suis toujours en compagnie de... Enfin, je viens de recevoir Léo Diril et Paul Tronchon de... Léo Diril de Sancerre à Goussainville et Paul Tronchon de Saveur et Vie. Et j'accueille maintenant Frédéric Anfray de AGP et Margot Kesseris d'Ognose. Donc, je me tourne vers Frédéric Anfray. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes président du groupe AGP, Assistance Générale de Protection. Et comme je l'ai annoncé en début d'émission, nous allons découvrir avec vous comment ce groupe, déjà performant dans son secteur, a su innover pendant le confinement. Margot Kesseris, vous êtes fondatrice et dirigeante de Dognose. Et merci à tous les deux pour votre présence au bar de l'économie. Bonjour. Frédéric, alors nos auditeurs vous connaissent, hein, puisque j'avais eu le plaisir de vous recevoir quelques jours avant le confinement. On n'imaginait pas du tout... quelques jours après ce qui s'est passé. Nous savons que le groupe AGP, qui possède plusieurs entités, est spécialisé dans la sécurité incendie et la fabrication d'équipements destinés au désenfumage. C'est bien ça, Frédéric Anfray ? Tout à fait. Donc, tout à fait. Et la maintenance de tout système de sécurité incendie. Un groupe qui possède plusieurs entités, si vous voulez nous les rappeler. Oui, alors on a 4 sociétés. On a la société Paulet, qui est l'origine du groupe, du fondateur, Bernard Paulet, qui a été créé sur Argenteuil en 1977. On a la société SPEM, qui s'appelle Société Paulet d'entretien et maintenance. La première pose des systèmes des ouvrants de toiture ou de façade avec ou pas des enfumages. La deuxième fait la maintenance de tous les systèmes de sécurité incendie. Après, on a le vaisseau amiral qui est Madicop, qui est fabricant et distributeur de produits de sécurité incendie, ouvrants, architecture zénitale, enfin des choses comme ça. Et on a la quatrième société qui est la société Contra, qui était un concurrent de Madicop, qui était en liquidation judiciaire et qu'on a repris à la barre du tribunal au 31 janvier 2019 et qui est basé à Valenton. Le siège est à Cergy, mais qui est basé à Valenton avec 15 personnes. Très bien. Voilà. Alors ce matin, j'ai souhaité vous inviter pour que vous nous présentiez les innovations qui ont émergé dans le groupe. Mais avant, quelques mots sur le confinement, si vous voulez bien nous dire comment ça s'est passé pour AGP. Alors écoutez, nous on a fermé les sociétés le lundi matin quand on a vu que le président allait annoncer quelque chose. On a fermé les principales sociétés de maintenance le lundi matin pour pouvoir accompagner les collaborateurs chez eux et garder les véhicules au siège. Ah oui. La première semaine, je crois comme tout le monde, ça a été un peu la sidération et puis s'occuper mine de rien de l'intendance et de tous les problèmes liés au personnel et à la trésorerie, parce que oui, c'est quand même c'est un peu chaud. de la guerre. Après, on s'est aperçu que ça s'est pas si mal passé que ça en télétravail, puisque globalement les sociétés n'étaient pas équipées pour être en télétravail. Il y avait un certain nombre de cadres qui avaient des ordinateurs, bien sûr on avait, mais après on n'était pas équipés comme ça. Donc on a découvert toute cette capacité à prendre la main sur les ordinateurs du bureau à distance et que les gens de chez eux, avec leurs moyens, puissent travailler. Alors ça s'est plus ou moins fait bien, ça s'est pas fait pour tout le monde. On s'est aperçu aussi qu'on avait les problèmes classiques. Certains avaient des connexions de très basse qualité, donc ils ne pouvaient pas faire. Et puis les journées ont été longues, parce que finalement, entre tout ce qui sortait, on n'a pas vu le temps passer. Et les équipes ont plutôt très très bien réagi. Ça, c'est quelque chose. Il y a eu une solidarité, une implication qui a été très forte, alors que bon, personne n'était préparé. Oui, c'est ça, personne n'était préparé. Mais globalement, je dirais que tout le monde a pris ses marques. Au niveau alors les services administratifs sont quand même ceux comme partout, qui ont le plus pris, au niveau comptable, au niveau social, au niveau fiscal. Il y a eu pas mal de contraintes avec les sites internet administratifs qui globalement ont bien fonctionné, même si des fois ils étaient saturés et tout, mais globalement ça a plutôt bien fonctionné sur le plan économique.
Et voilà, donc ça s'est fait. Donc une fois que la première semaine passée et qu'on a vu qu'on rentrait dans une phase, il fallait s'habituer à cette période, eh ben, on a dit faut qu'on profite de cette période pour accélérer, essayer de faire des projets, essayer de faire des projets qu'on n'avait pas le temps de faire. Donc la digitalisation, les nouveaux produits, voilà, on s'est dit maintenant il faut qu'on avance. Très bien. Et, voilà ce qu'on a fait. Bien. Et alors, surtout, il y a une nouvelle idée qui a émergé parce que vous avez eu vous-même un besoin personnel dans l'entreprise pour des parois, c'est ça? Tout à fait. On a vu qu'on allait avoir besoin avec les protocoles de parois plexiglas. Donc on s'est posé la question comment on allait acheter ça, qu'est-ce qu'on allait avoir besoin. On a travaillé avec le CSE de Medicom. Au passage, on a fait notre première CSE en visio en fin de journée, ce qui était assez étonnant. Et le CSE était un outil assez récent chez Medicom et ça a été vraiment bien fonctionné. C'est-à-dire que c'était vraiment un lieu d'échange. Et comme on tâtonnait tous comment on allait fonctionner, comment on met les parois, où c'est qu'on en met, comment on fait rentrer les clients, comment on va faire tout ça. Donc c'était assez sympa. Enfin, assez sympa, c'était plein de questions. Et puis on s'est aperçu qu'on avait quand même besoin de volume de plexi, qu'il y avait un peu, les prix étaient quand même assez variables. Ouais. Et on s'est dit, est-ce que finalement nos clients vont avoir les mêmes problèmes et est-ce qu'on se lance dans l'achat de plexiglas et la fabrication et la vente de plexiglas. Finalement, on fait de la protection incendie. Oui. C'est de l'accessoire à la protection incendie. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire ça? Et ça permettait aussi de se donner un objectif et puis aussi de faire quand même, il faut être clair, des ventes complémentaires dans une période où on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer au niveau de nos activités à la reprise. Bien sûr. Voilà. Mais donc, est-ce que vous possédiez tous les outils pour non, et le savoir-faire même on ne possédait pas les outils, on ne possédait pas le savoir-faire. Après, on a un bureau avec des ingénieurs, donc je vois que vous avez des plexiglas, donc, oui. Donc vous voyez que c'est plutôt la mise en œuvre pour l'adaptation qui compte. Après, c'est de la découpe, ça reste des choses assez simples. On a commandé une machine qui va nous servir aussi pour d'autres choses. Découper des petites plaques en fer, des petites épaisseurs. Et la machine est arrivée, a été montée hier. Et voilà. Et on s'est lancé sur ces choses-là qui nous ont permis aussi de nous ouvrir de nouveaux marchés. Oui. Parce que ça a permis de voir des clients qu'on n'aurait pas eu. Que vous n'auriez pas rencontré. Qu'on n'aurait pas rencontré aussi facilement, parce que là, il y avait un besoin urgent. Et comme tout le monde était saturé au niveau de ces activités-là de fabrication et de disponibilité, voilà, c'était une vraie opportunité d'un nouveau marché. Et on a commandé, on a eu notre livraison de surmorgue de plexiglas, donc on fait partie des gens qu'en avons encore en stock là. Oui. Voilà, donc tout va bien. Voilà, et ça a permis aussi et économiquement, c'était intéressant. Oui. Et ça a permis aussi d'avoir une perspective positive dans une période où tout était négatif. C'est quand même le seul produit où les gens appelaient pour l'avoir tout de suite. Oui, c'est-à-dire que vous avez vraiment été au cul du camion. Voilà, donc on avait besoin pour le moral d'avoir des choses qui se vendaient alors que le reste était bloqué. Quoi. Voilà. Alors cette production de parois en plexiglas, elle rentre dans quelle entité aujourd'hui? C'est Medicom. C'est Medicom qui a acheté les stocks et qui fait. Et après, bien évidemment, les autres entités peuvent en vendre pour leurs clients. Et c'est ce qui se passe. Et notamment l'installation. Là, par exemple, on a un marché en ce moment avec des cars pour protéger les chauffeurs. Et ça, c'est la société Spen qui, si on a le marché, les posera. Voilà, puisque Medicom ne pose pas, Medicom ne fait que de la fabrication et de la distribution de produits. Et est-ce que ça s'est trouvé être un marché concurrentiel? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ces parois? Alors, il y a beaucoup de personnes qui le font, mais là, on est quand même dans un marché un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a un goulot d'étranglement où tout le monde veut tout en même temps parce que ça fait partie des protocoles. Ouais. Donc, on a vraiment fait tout ça. C'est un peu là où vous vous démarquez? Alors, on a fait tout ça pour pouvoir, je dirais, aller vers d'autres produits grâce à la machine, grâce à d'autres savoir-faire, aller vers d'autres clientèles. Il est évident que les volumes de plexiglas qui sont vendus en ce moment, ils ne sont pas pérennes. Oui, bien sûr. Mais comme tous les produits liés au Covid, on est allé aussi vers des accords où maintenant on a des distributeurs de gel de différents modèles avec un fabricant français. Ah oui. Voilà, puisque ça par contre c'est des choses que nos clients peuvent avoir besoin. Et voilà, on a un site marchand qui va sortir là dans les prochains jours, qu'on a fait pendant le confinement, alors que ça fait longtemps qu'on en rêvait mais qu'on n'avait pas le temps de faire. Que vous ne faisiez pas, ouais. Voilà, donc beaucoup de choses qui arrivent, des nouveaux produits qui vont arriver, qui ont pu avancer plus vite.
puisqu'entre guillemets les équipes n'étaient pas dérangées par des chantiers, des choses comme ça. Donc pas mal de choses qui... Enfin on va dire, on a quand même beaucoup de points négatifs dans ce confinement qui ont été quand même lourds pour les sociétés, mais à l'inverse, on a pu faire des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de faire autrement. Donc il faut regarder le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Voilà. Après, on fera les comptes dans 6 mois, dans 8 mois, quand on saura vraiment comment sont les activités. Comment ça s'est passé, en rythme de croisière. Et alors, donc, ces parois vous ont donné l'idée de caissons plexi pour les services de réanimation. Alors, donc ça, c'est la grande nouveauté également. Ça, si vous voulez, tout le mérite revient aux équipes, donc j'y suis strictement pour rien. Dans le confinement... Vous avez quand même donné le feu vert. Oui, je donne le feu vert, mais je veux dire, pendant le confinement, on a eu des échanges avec les collaborateurs qui étaient assez étonnants au niveau du timing horaire. C'est-à-dire qu'on avait des échanges, et ils nous sollicitaient le samedi, le dimanche. Et donc, un dimanche matin, j'ai un de mes ingénieurs qui m'envoie les photos de caissons plexiglas inventés en Tunisie, pour mettre au-dessus de la tête du patient, quand on l'intube ou quand on retire le matériel quand la personne est intubée, parce que c'est à ce moment-là qu'a priori il y a énormément de projections possibles. Oui. Bon. Et là, très honnêtement, j'y connais rien, donc j'ai commencé avec les photos que j'avais, à envoyer ça à des gens que je connais dans le monde médical, et tout le monde me dit « Ah non, c'est ça qu'il faut, parce que dans les services d'urgence, on n'est pas protégé, c'est ça qu'il faut. » Bon, donc à partir de là, c'est comment on peut le faire et qu'est-ce qu'on fait. Et j'ai sollicité des gens qu'on connaissait autour de nous pour voir si ça pouvait les intéresser. Et on a vu oui. Donc on a fabriqué et là on a tâtonné. Donc on a offert 3 caissons à 3 endroits différents. L'un avec Pauline qui est la responsable de com de l'hôpital de Pontoise. Oui. On a fait avec la responsable du service de réanimation de l'hôpital d'Argenteuil, oui. grâce à Fiona Lazare. Alors tout ça a été fait aussi grâce à Virginie Pavio, promotion avec lequel on travaille beaucoup et qu'on remercie beaucoup au niveau parce de la communication, voilà, et qui est notre chargé de com extérieur et qui fait un travail remarquable. Voilà. Et on a remis un caisson à l'hôpital d'Argenteuil en présence de Pierre Cuchely, donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie, comme il aime à le dire. Et ça, c'était un grand moment. Et on a eu... Vous avez eu droit à un reportage qui est télévision. venu le faire. Et donc notre ingénieur a expliqué tout ce qui s'était fait. C'était un moment assez sympathique. Et on en a offert un 3e à une clinique privée, un réanimateur dans Paris qui s'appelle Frédéric Le Sachet. Voilà. Alors, est-ce que justement ce reportage télévisé, est-ce que ça a eu un impact sur des commandes Alors c'est toujours compliqué de savoir l'impact qu'il y a. Il y a un premier impact de toutes ces opérations-là qui ont eu lieu sur le personnel. Oui. C'est-à-dire que dans une période de confinement où on n'avait pas de contact avec les gens, ça a permis de montrer que finalement on avait une visibilité, qu'on bougeait sur un certain nombre de choses et qu'il y avait une dynamique. L'entreprise se portait bien. Enfin... Qu'elle se portait moins mal, bien, je pense que tout le monde a souffert, mais qu'il y avait une dynamique, qui se passait des choses. Donc ça a été bénéfique. Très positif. Dans un moment où forcément, dans toutes les sociétés, les gens se sont demandé si les sociétés allaient rouvrir, qu'est-ce qui allait se passer. Donc ça a permis de communiquer sur quelque chose de dynamique. Ça a permis aussi de voir d'autres choses. L'hôpital d'Argenteuil nous a demandé une sorte de paravent pour protéger les gens quand ils font les tests du Covid. Donc on en a fabriqué derrière et on l'a remis, on a des retours. On n'a pas de marché par rapport à ça, mais si vous voulez, le but, il n'était pas forcément de faire un marché. Le but, là, il était de se dire, on a du plexi, si ça peut rendre service et qu'on fait un certain nombre de choses. Voilà, c'était... oui, il y a eu c'était plus une démarche un acte solidaire, oui, voilà. C'est ça. Et c'était assez sympa de voir les équipes qui ont travaillé là-dessus et qui étaient vraiment motivées là-dessus. Et en plus, là, ça avait un lien avec l'export, puisqu'on venait fin février d'un salon d'une semaine en Tunisie. Donc vous étiez venu juste après. Voilà, où on avait des partenariats en cours. Et là, c'est tout le réseau ingénieur tunisien local avec les liaisons. Donc en fait, on s'est aperçu qu'on avait pu travailler finalement même de l'export en pleine période de confinement. Et ça, c'était aussi sympa, quoi. Voilà. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Oui. Est-ce que... Oui, alors en plus, vous m'avez dit en arrivant que demain, vous aviez la visite de Valérie Pécresse, toujours pour ces caissons.
Alors, c'est pour les actions qui ont été faites pendant le Covid et du fait qu'on a reçu une subvention du Conseil régional Île-de-France pour pouvoir financer la machine. Oui, mais donc ça va être un phare supplémentaire sur l'entreprise, ça va être un phare supplémentaire sur l'entreprise et je suis assez content parce que c'est surtout sur le travail des équipes. C'est ça, parce oui. qu'encore une fois, dans ces périodes-là, c'est les équipes qui ont travaillé énormément. Caroline Béguet, qui nous a rejoint début février, qui s'est occupé beaucoup du social. Vincent Bosch, qui dirige Medicob et en grande partie contrat et qui est ingénieur et qui a aussi une formation ESSEC et qui a piloté tout ça. Oui. Et voilà, donc, et puis toutes les équipes derrière, bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais derrière il y a eu un effet d'entraînement et c'est les équipes qui ont travaillé énormément, à tel point que des fois il a fallu les freiner sur le nombre de projets en disant on n'est pas capable de traiter de tout faire d'un coup. Voilà. On sent bien qu'il y a une grande cohésion dans notre entreprise et c'est sans doute la clé aussi de la réussite de cette belle entreprise. Merci. Merci Frédéric pour tout ce témoignage. Vous reviendrez. Ah oui, j'ai oublié de vous demander, ce caisson, il a été, c'est déposé? Non, c'est surtout pas déposé puisque c'était quelque chose qui a été inventé et qui était justement en usage libre. Et c'est ça qui était aussi la démarche là qui était intéressante puisque c'était quelque chose qui avait vocation à être utile mais pas à être un acte commercial. Voilà, donc c'était vraiment un acte de protection et c'était pas le but. Donc, et puis c'est pas le nôtre. Oui. On l'a assemblé légèrement différemment, mais c'est pas notre idée. Donc on n'a pas de paternité. On a juste utilisé ça pour voir si ça pouvait être utile, mais on n'a pas de paternité là-dessus. En revanche, pour les parois en plexiglas, si on veut faire appel à vous, que faut-il faire? Nous appeler, il n'y a aucun problème. Donnez-nous les coordonnées. Alors, moi, je vais vous donner mes coordonnées, frédéric.enfray, @madicop.fr, et on se fera un plaisir d'essayer de trouver une solution aux problèmes des entreprises et des gens. Merci beaucoup Frédéric Enfray pour tous ces témoignages. Je me tourne vers Margot Kessaris. Donc, rebonjour Margot. Bonjour. Je rappelle que vous êtes fondatrice et dirigeante de Dognose, donc une entreprise spécialisée dans la détection de punaises de lit, mais une détection pour le moins originale puisque c'est une détection canine, c'est ça? Une détection canine, oui, faite par un chien qui a eu un entraînement spécifique. Alors, expliquez-nous déjà comment cette vocation vous est venue pour créer cette entreprise. Alors en fait, ça découle d'une expérience personnelle parce qu'au début de l'année 2019, donc de l'année dernière, j'ai malheureusement eu des punaises de lit chez moi. D'accord. Donc c'est un problème qui est à prendre au sérieux parce que l'infestation peut vite se propager et psychologiquement c'est assez difficile. Oui. Donc en fait, j'ai cherché des moyens pour m'en débarrasser et je voulais savoir où est-ce qu'elles se trouvaient exactement dans mon logement pour pouvoir adapter mon traitement. Et c'est comme ça que j'ai découvert que la détection canine de punaises de lit existait. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être une très belle opportunité pour moi parce que j'aime beaucoup les animaux, surtout les chiens. Donc travailler avec un chien, c'était une idée qui me plaisait beaucoup. Oui. Être indépendante également et aussi venir en fait en aide à des foyers qui sont vraiment dans des périodes difficiles, voilà, des périodes d'infestation et qui ont besoin d'aide, de conseils pour savoir où se cachent exactement les punaises chez eux et également pour pouvoir adapter le traitement en fonction de leur infestation. Parce que vous, avant, vous ne possédiez pas de chien. Non, en fait, moi, à la base, je travaillais en porte-à-porte pour faire la promotion du tri des déchets. D'accord. Donc voilà, pour expliquer aux gens l'importance du tri. Et il est vrai que du coup, quand j'exerçais ce métier-là, j'ai rencontré beaucoup de foyers qui étaient confrontés au problème des punaises de lit, qui étaient infestées chez eux. Et voilà, du coup, j'ai vu à quel point c'était un problème important à régler. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie d'ouvrir mon entreprise. Alors, j'ai pu lire que avoir des punaises de lit, ce n'est en aucun cas dû à un manque de propreté. Elles sont véhiculées à cause de aujourd'hui la mondialisation du commerce et du tourisme. C'est bien ça? Oui, en fait, c'est vraiment pas un problème d'hygiène. En fait, les punaises de lit, elles sont hématophages, donc elles se nourrissent que de sang. Donc en fait, elles peuvent être présentes partout où il y a des gens qui dorment. Donc ça peut être dans les foyers des particuliers, ça peut être dans les hôtels, ça peut être aussi dans les cinémas et les théâtres, puisque les gens viennent s'asseoir et il y a du passage. Ah oui. Même dans les transports en commun, parfois, elles peuvent être là un petit peu par hasard. Et par hasard, en fait, on les ramène chez nous. Et du coup, c'est vraiment pas une question d'hygiène. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, c'est si difficile à détecter des punaises de lit?
Oui, en fait, elles sont visibles à l'œil nu, hein. Elles font à peu près la taille d'un pépin de pomme. Elles sont également aplaties et voilà, une couleur marron-brun. Et elles se cachent dans des endroits inaccessibles. Donc en fait, elles ont tendance à se glisser, avoir tendance à se glisser dans les fissures, ou voilà, dans les lattes du lit, ou alors dans les livres, par exemple, si l'infestation commence à devenir importante. Et on ne trouve pas forcément leur nid, parce qu'elles se rassemblent, elles vivent de façon assez grégaire, donc elles se rassemblent en nid. Et en fait, quand on trouve le nid, c'est là qu'on peut vraiment adapter le traitement. Donc grâce à la détection canine, savoir où il se trouve exactement. Et qu'on peut en fait s'en débarrasser le plus efficacement possible. Sinon, il faut traiter un peu à l'aveugle. Et voilà, tout le logement, vraiment, tout les objets du logement. Donc c'est pour ça que ça devient plus compliqué. Alors j'imagine qu'elle doit dégager en revanche une odeur particulière pour que le chien puisse la détecter. Oui, après, une odeur particulière, pour nous, ça va rien sans Oui, c'est ça, pour nous. Voilà, le chien, il a vraiment un flair surdéveloppé. Donc c'est pour ça qu'il arrive en fait à détecter l'odeur des punaises de lit et même l'odeur des punaises de lit vivantes, parce qu'il ne repère pas les punaises de lit mortes. D'accord. Donc voilà, ça c'est aussi important de le savoir. Donc on peut faire appel par exemple à la détection canine après une intervention, après un traitement, pour être sûr qu'il n'y en a plus dans le logement. Qu'il n'y en a plus, c'est ça. Voilà. Oui, c'est une inspection en fait après. Oui. Et est-ce qu'il faut une race particulière de chiens ou tous les chiens sont capables de détecter? Alors, il n'y a pas de race particulière qui sont faites pour la détection canine. En fait, ça peut être n'importe quel chien, du moment qu'il a voilà, un flair normal pour un chien et qu'il a un comportement assez joueur, parce que pour le chien, voilà, c'est un jeu de retrouver l'odeur. Donc, on l'entraîne, il est entraîné comme un chien de police est entraîné, par exemple, à repérer les stupéfiants ou les billets de banque. Donc, c'est le même type d'entraînement. Combien de temps faut-il pour qu'un chien soit capable de détecter? Alors ça, en fait, ça dépend du formateur du chien. Moi, j'ai rencontré mon formateur qui s'appelle Olivier Grémaud, qui est président de l'ACDPL, donc c'est l'association des chiens détecteurs de punaises de lit. Donc c'est un réseau en fait d'acteurs de la détection canine de punaises de lit. Et Olivier Grémaud, avant, formait des chiens pour la police. Donc maintenant, il s'est spécialisé dans la détection de punaises de lit depuis 2014. Et ça met entre 3 et 6 mois à former un chien, voilà, pour qu'il soit bien sur le terrain, pour bien l'habituer. Il y a toujours un mois en fait d'entraînement supplémentaire où le nouveau maître du chien qui est entraîné, voilà, instaure en fait le climat de confiance entre le chien et lui, apprend à bien travailler avec lui, voilà, à comprendre comment il fonctionne, comment le chien fonctionne pour que le binôme soit bien efficace. Alors dans votre cas, ça vous a obligé à prendre tout de suite un chien adulte, hein? Oui, moi, on m'avait donné, Olivier Grémaud m'avait donné le choix entre prendre un chiot et puis ensuite lui confier quand il avait 6 mois pour qu'il effectue sa formation, ou alors que lui recherche directement un chien qui avait entre 8 mois et 1 an pour faire la formation derrière. Et moi, je n'avais pas de préférence particulière de race de chien. Voilà. Je voulais surtout un chien joueur et je me suis dit pourquoi pas prendre directement un chien adulte qui soit formé, comme ça lui permet d'avoir une seconde chance, parce que généralement c'est des chiens du coup qui n'ont plus... qui ne sont pas... Et donc, qu'est-ce que c'est comme chien? C'est un croisé border collie. Mon chien s'appelle Eustache et du coup il est en fin de formation, il devrait être formé dans à peu près 1 mois. Donc voilà, j'ai hâte qu'il arrive pour pouvoir commencer mon travail avec lui. Donc vous avez commencé à prospecter pour savoir si des gens auraient besoin de vos services? Alors je sais que Paris en fait est une ville très très touchée par la présence des punaises de lit. Donc moi j'ai créé mon site internet qui est du coup www.dognose.fr voilà, qui explique qu'est-ce que c'est la détection canine, qui donne mes coordonnées, où il y a un formulaire de contact où les gens peuvent me contacter. Et j'ai eu pour l'instant un seul appel parce que je pense que mon site a encore besoin d'être référencé. Mais je sais qu'il y a du travail à Paris, il y a du travail aussi dans le 93 beaucoup. Et voilà, les punaises de lit, moi j'habite dans le Val d'Oise et j'en ai eu. Donc elles commencent malheureusement à être un petit peu partout et à se propager. Et voilà, il faut savoir que le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est vraiment d'agir au plus vite dès qu'on a un doute sur la présence de punaises de lit chez soi ou dans son lieu de travail. Mais alors justement, comment a-t-on ce doute? Alors ce doute, on peut l'avoir parce que, par exemple, on est parti en voyage et qu'on avait des punaises de lit dans sa chambre d'hôtel ou dans son gîte, ce qui arrive assez souvent. Et on ne sait pas du coup si on en a ramené chez nous. Oui, mais chez soi, comment on peut se rendre compte qu'on a des punaises de lit au départ? Alors on peut se rendre compte qu'on en a au départ en ayant par exemple des piqûres. Donc les punaises de lit, elles ont tendance à piquer en ligne. En fait, ça fait des piqûres alignées, des boursouflures rouges et
beaucoup de piqûres quand même d'un coup. Ah oui, du coup, c'est oui. comme ça qu'on peut les repérer parce que c'est assez spécifique à ces insectes. Ça peut être aussi parce qu'on voit des traces de sang dans son lit, donc des petites traînées de sang. Donc D'accord. ça peut être les punaises qu'on a écrasées pendant son sommeil en dormant. Ça peut être aussi parce que voilà, on change ses draps et qu'on voit qu'il y a des amas, des taches noires en fait, qui sont les excréments des punaises sur les lattes ou alors sur le matelas directement. Et là, on peut commencer à avoir voilà, des gros doutes. Ouais, ouais. Mais ce qui peut être intéressant, voilà, si on a un doute sans être sûr, la détection canine, ça permet déjà de savoir, de lever le doute sur une infestation possible. Savoir si elles sont là ou si elles ne sont pas là. Ce qui peut être intéressant. Alors je voulais dire quand même aussi pour nos auditeurs, je disais que ce n'est pas un problème d'hygiène, mais que les punaises ne sont pas a priori porteuses de maladies. Non, a priori, pour l'instant, c'est juste les études qui ont été menées n'ont pas prouvé voilà, qu'elles portaient des maladies. Après, psychologiquement, il y a quand même un très gros impact. Hein. C'est difficile d'avoir des punaises de lit chez soi. On ressent une culpabilité, alors que pourtant, c'est de la faute à personne. C'est vraiment un hasard de se retrouver avec des punaises. Et d'ailleurs, avec l'association des chiens détecteurs de punaises de lit, la CDPL, on organise en fait une formation en fait, sur l'état psychologique dans lequel peuvent être les gens qui sont infestés pour pouvoir les accompagner, les conseiller dans le traitement, faire un petit suivi psychologique, on va dire, parce que voilà, on se sent vraiment démuni en fait, face aux punaises. Déculpabiliser quelque part. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a aucune raison de culpabiliser d'avoir des punaises. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde, c'est juste pas de chance. Oui, pas de chance. Alors, quel est le coût d'une opération pour détecter des punaises quand vous intervenez? Alors, moi, je vais me baser sur toute l'Île-de-France et aussi sur les villes d'Amiens et de Rouen parce que j'habite voilà, dans le Val d'Oise, donc au niveau de la localisation. Et pour un appartement, par exemple, entre 30 et 60 mètres carrés, on va être sur un tarif de 200 € pour une détection. C'est-à-dire, donc vous faites une première visite, comment se passe le déroulement d'une intervention? Alors en fait, les gens du coup peuvent me contacter ou contacter par exemple l'association et on va leur trouver un créneau horaire qui leur convient pour se déplacer en fait chez eux. Et la détection, elle va durer, alors en fonction de la taille du logement, ça va varier, mais ça ne dure pas très longtemps de faire la détection puisque le chien travaille vite. Oui, très Lui, vite. il sent très bien les odeurs, donc il sait où elles sont, il sait s'il y en a, s'il n'y en a pas assez rapidement. Et ensuite, c'est surtout du conseil. Voilà pour dire donner un compte rendu détaillé de l'intervention, dire où est-ce que le chien a repéré des punaises, donc on va être précis environ à 1 mètre carré près, et du coup pour pouvoir conseiller aux gens, voilà, est-ce que c'est mieux de faire du traitement mécanique, donc à la chaleur, avec la vapeur sèche, ou alors avec le froid, avec la congélation? Est-ce que c'est mieux de faire du traitement insecticide parce que par exemple elles sont propagées un petit peu partout et c'est trop compliqué de s'axer que sur du mécanique? Donc voilà, tout ça en fait on va le voir avec le client. Après nous on ne fait pas de traitement derrière. C'est ça, j'allais vous poser la question, vous ne vous occupez pas du traitement? Non, en fait c'est faites juste un conseil. Voilà, pour éviter les conflits d'intérêts, il vaut mieux que nous on n'ait aucun intérêt à dire qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas dans le logement. Comme ça instaure en fait une confiance voilà, avec les gens qui sont là, qui ont quand même besoin d'une réponse claire sur la présence de punaises de lit. Et on veut vraiment éviter tout doute par rapport à notre honnêteté quant à la détection de notre chien. Donc s'il n'y en a pas, nous on n'a aucun problème à dire il n'y en a pas, et tant mieux pour le client. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, et c'est vrai que quand on propose un traitement derrière, il y a toujours un petit conflit d'intérêt qui peut être oui, qui peut être mal perçu, en effet. Frédéric Anfray, vous étiez au courant de cette détection canine de punaises de lit? Non, je ne connaissais pas, et j'avoue, maintenant j'ai appris beaucoup sur la punaise, et je me dis, finalement, on peut attraper ça très facilement partout. Quoi. Ça donne presque envie de faire une visite chez soi pour... même si on n'a pas de... Ne serait-ce que pour voir le chien travailler, parce que je suis assez curieux de voir le chien travailler pour repérer ça. Oui, je pense que je vais créer une vidéo sur une détection classique. Peut-être pour mettre sur mon site internet, ça pourrait être intéressant à voir pour les gens. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, sur la chaîne YouTube Bar de l'économie, on pourra savoir aujourd'hui que ça existe et que voilà. C'est vrai que c'est pas très connu pour l'instant comme oui, parce que est-ce que c'est un métier, un secteur concurrentiel? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'acteurs en France. Il y a un peu trop de demandes par rapport à l'offre. Donc voilà. D'accord. C'est pour ça que ça peut. C'est pour ça que moi j'ai eu envie de proposer mes services aussi, parce que même aujourd'hui quand on cherche en fait à faire une détection canine, on ne trouve pas forcément rapidement parce que voilà, les détecteurs, les chiens détecteurs sont trop pris, en fait trop demandés par rapport, parce que c'est de plus en plus important, surtout à Paris. Vous pensez qu'il y a vraiment c'est un vrai fléau aujourd'hui? Ah oui, c'est vraiment un fléau. De toute façon, chaque personne qui en a déjà eu chez soi, je pense, voit très bien de quoi je parle. Moi je le sais moi-même parce que j'en ai eu. Et on pense qu'il y a une chose, voilà, c'est à s'en débarrasser.
le plus vite possible, le plus efficacement possible, et si possible en plus sans produits chimiques, parce que c'est nocif pour la santé, et de plus elles sont de plus en plus résistantes. Donc il vaut mieux privilégier le traitement mécanique, ce qu'il est possible de faire plus facilement avec une détection canine. Et donc ces punaises de lit, elles ne s'attaquent pas du tout aux chiens? Non, pas du tout. En fait, elles sont assez peureuses. Déjà, elles ne sortent que la nuit, elles sont photosensibles, donc elles craignent le soleil. Oui. Donc elles vont sortir vraiment que la nuit. Et elles n'aiment pas être sur des surfaces en fait, qui sont en mouvement. Donc elles ne vont rester ni sur les humains, ni sur les chiens. Elles se mettent en fait vraiment dans les endroits qui ne bougent pas, qui bougent très peu. Donc dans les lattes du lit, dans les étagères, dans les plantes, au fond des placards par exemple. Mais elles ne vont pas être ni sur les chiens, ni sur les humains, ni sur n'importe quel autre animal. Voilà. Très bien, bien écoutez, merci beaucoup Margot Kessaris. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous souhaiteriez répondre? Non, je pense que... on a fait le tour. On a dit pas mal de choses. Alors, rappelez-nous comment on peut joindre votre entreprise aujourd'hui. Alors du coup, on peut joindre à l'adresse mail contact@dognose.fr ou alors sur mon site internet du coup www.dognose.fr. Très bien, merci. Écoutez, ces coordonnées seront reprises donc sur YouTube. Frédéric Canfray, un petit mot de conclusion? Oui, on est à la recherche de 2 personnes. Oui, voilà. Profitez-en. Voilà, on est en train de digitaliser beaucoup de services dans l'entreprise et on a besoin de quelqu'un qui soit un petit peu le relais à la fois en gestion et en informatique pour nous aider dans les process. Oui. Donc ça, c'est un premier poste. Et on a un deuxième poste qui est plutôt de trait au contrôle de gestion. Voilà, donc et on a du mal à trouver dans ce moment parce que avec la période de confinement, c'est pas si simple que ça. Donc, et en plus, c'est des professions qui sont quand même assez en tension en ce moment, puisque c'est des services qui ont été quand même beaucoup sollicités sur les 2 derniers mois. Donc voilà, on a des besoins et s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent m'envoyer leur CV, pareil, sur toujours mon adresse, frédéric.enfray@madicob.fr. Mon adresse internet est sur le site de Madicob. Madicob, très bien. MADICOB. Tout à fait. Très bien. Merci à tous les deux, Frédéric Canfray et Margot Kessaris, pour votre présence et vos témoignages passionnants. Demain, vous retrouverez Dominique Flora qui présentera la dernière émission du Bar de l'économie avant la reprise en septembre. Je vous retrouverai donc moi-même en septembre. Je vous souhaite un très bel été. Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison. Et d'ici là, portez-vous bien. Voilà. Merci, non, de rien, c'était passionnant. J'aurais pu vous laisser parler plus longtemps, mais... Oui, mais si vous laissez parler plus longtemps, après je rends le micro. Donc. Alors, je vais t'expliquer un truc, ce qui s'est passé. Dis-moi. Vas-y, prends ta photo. Non, je l'ai prise, la photo. Je vais... La prise. Ce qui s'est passé.